Donc évidemment, j'en viens à ce que vous attendez tous, c'est-à-dire l'intervention de nos deux invités. Je ne sais pas s'il est nécessaire de les présenter, juste pour les accueillir. Pour le premier, ceux de ma génération ont des images sans doute un peu exotiques, avec une bande-son entrecoupée de grandes respirations venant des profondeurs. Mais je rappelle cela quand même parce que, en fait, ces émissions du Suaya, c'était peut-être à notre époque un temps de divertissement, d'aventure, de découverte. Mais il se pourrait que ça devienne, en fait, certains des épisodes, au moins, finalement, des archives de mondes disparus. Donc voilà, ça a été amusant, ça pourrait devenir tragique parce qu'on ne joue plus vraiment avec tout ça. Donc depuis, on connaît bien sûr les engagements de M. Nicolas Hulot pour l'écologie. Et comme entendu avec lui, donc, il interviendra sur une petite trentaine de minutes. Il a préféré réserver le plus de temps possible. Je l'en remercie aux échanges avec la salle. Donc vous pouvez préparer vos questions. Pour le second, en Touraine, on le connaît bien, Maxime de Rostolan, et puis on le connaît surtout bien au-delà de la Touraine. C'est une figure du changement, je crois que les étudiants doivent entendre, une tentative concrète qui répond à ce problème de ça fait 50 ans que ça ne bouge pas. Alors c'est une volonté de bousculer un peu nos générations, nos certitudes, qui dérangent, parce que personne n'aime être bousculé. Mais c'est aussi une tentative aujourd'hui plus de faire basculer la nouvelle génération vers une transition résolument écologique. Et puis, pour conduire les débats, j'ai demandé à M. Patrick Gaudret, directeur de recherche de CNRS, membre du Comité consultatif national d'éthique, de tenir le chronomètre, mais ça, ce n'était pas vraiment besoin dans ses capacités, mais plutôt voilà, d'avoir la hauteur qui nous permette de mener ces débats jusqu'à 17h, 17h15. Je vous remercie beaucoup, et Patrick, je te laisse la parole, ou Maxime, comme vous voulez. Merci Sébastien. Je dirais juste 2 mots. Le premier, c'est que je me sens un peu canard noir ici puisque je suis généticien, mais après tout, Labérine, ne l'était-il pas? Donc je suis généticien, donc je m'occupe plutôt a priori de l'inné. Là, on est beaucoup dans l'acquis, mais je crois que la science moderne nous montre les relations qui doivent exister entre les deux et surtout l'importance de l'environnement par rapport à ne serait-ce que l'inné que nous possédons entre chacun d'entre nous. La deuxième, c'est que je rebondirai sur ce qu'a dit Sébastien. Je ne suis pas là pour prendre de la hauteur parce que j'en serais bien incapable. Je n'ai pas la prétention de prendre de la hauteur par rapport à nos invités. Simplement, peut-être, en tant qu'ayant eu une expérience dans le Comité national d'éthique, de faire un pas de côté pour avoir un point de vue qui est éventuellement peut-être un tout petit peu différent et éventuellement chatouiller la pugnacité de nos orateurs. Donc je laisse la parole à Maxime de Rostolan pour une quarantaine de minutes, c'est cela? Au bout de 40 minutes, Merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Un grand merci à Polytech pour cette invitation. Un bel anniversaire aussi. Alors moi, ça me fait toujours plaisir de revenir dans des amphis. Non pas que l'assiduité qui me caractérisait ou pas à l'époque de mes études m'est habituée à l'ambiance des cours magistraux, mais je suis convaincu que l'éducation est le ciment le plus sûr de notre cohésion. Cela étant dit, je dois tout de même confesser... Ouais, voilà. C'est bon. Cela étant dit, je dois tout de même confesser que moi, mes études en chimie, elles m'ont surtout permis de savoir ce que je ne voulais pas faire de ma vie. Et dès que j'ai pu, je me suis inscrit aux options non officielles de jonglage et voyage, qui me paraissaient un peu plus en phase avec l'état d'esprit de mes 20 ans. Et sans doute, c'était cet appel du large, depuis longtemps, qui m'avait fait découvrir Nicolas Hulot, comme l'a dit Sébastien, qui, aux commandes de son ULM ou a plongé dans les plus beaux lagons du monde, a quand même incarné la vie idéale pour des millions de gens. Et je dois le remercier aujourd'hui parce qu'il est l'une des personnes qui m'inspire le plus et m'enthousiasme le plus, même si on cherche ensemble des moyens de ne pas désespérer. Donc merci beaucoup, Nicolas, d'être avec nous. Alors pour plonger tout de suite dans le vif du sujet, parce qu'il y a pas mal d'ingénieurs, quelques courbes.
Alors, elles sont, on ne voit pas très bien, mais elles sont de 1750 à 2000, et en gros, elles montrent que sur plusieurs indicateurs, voilà, on est en train de perdre un petit peu le contrôle. Et si jamais on pouvait zoomer sur la période 2000-2020, on verrait que pour beaucoup des indicateurs là, c'est plus des exponentielles, c'est des verticales qui tirent vers l'infini. Donc voilà, donc pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre que c'est un peu la misère dans tous les domaines. Et un autre chiffre pour prendre la mesure de la situation quand même, moi j'aime bien le donner, c'est Pablo Servigne qui l'a donné dans un de ses bouquins. Il explique que sur les 20 dernières années, donc entre 1998 et 2018, l'homme a extrait autant de ressources que l'humanité avant 1998. D'accord ? Ça pose un peu les choses, je ne sais pas, pour vous, moi, ça me fait un peu froid dans le dos. Et en fait, ce chiffre, il est juste le reflet, le corollaire de nos modes de vie qui sont consommation, consommation, consommation. Coluche avait dit, et quand on pense qu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour que ça ne se vende pas, alors bien sûr, chacun a sa responsabilité dans l'hyperconsommation, mais quand même, moi je veux quand même rappeler qu'entre l'époque de Coluche et aujourd'hui, il y a quand même des milliards d'euros qui ont été envoyés dans un matraquage de cerveau des citoyens, pardon. Et chaque année, le budget des constructeurs automobiles, il est en France de plusieurs milliards d'euros. En France, donc, c'est 15 milliards d'euros de publicité pour changer la mentalité des gens. Et donc aujourd'hui, on est sur les SUV, partout, tout le temps. Et en face de ça, moi, j'ai cherché le budget des associations d'éducation populaire, des associations d'éducation à l'environnement et au développement durable. Je n'ai pas trouvé, mais pour avoir bossé 7 ans dedans, si on tape les 15 millions d'euros, c'est déjà le bout du monde. Et donc c'est un petit peu compliqué quand même dans ces conditions-là de lutter. Et donc voilà, donc il faut le dire quand même. Et puis par ailleurs, il y a quand même plus d'1 milliard d'euros qui ont été investis par Exxon et Total depuis l'accord de Paris pour saper cet accord à base de thèses climato-sceptiques. Et donc c'est bien tout le système qui est suicidaire aujourd'hui. Et la place qu'occupe l'argent derrière tout ça est évidemment le nœud du problème. Bon, je m'égare en tout cas, je vais tous nous perdre si je parle de gros chiffres. Donc, comme on m'a invité à le faire, je vais parler un petit peu de mon expérience et de montrer comment est-ce qu'avec les rencontres que j'ai pu faire et les tentatives que j'ai eues, j'essaye d'apporter des bouts de réponse aux crises qu'on traverse. Alors, je reprends à mes études. Mes études, donc, elles ont été sous le signe du voyage. Donc, après avoir voyagé pendant 3 ans, au lieu d'aller en cours à travers les routes d'Europe, dès que j'ai eu mon diplôme en poche, ah oui, non, ça c'est ce que je voulais montrer avant, c'était les pubs des associations. Donc, dès que j'ai eu mon diplôme en poche, j'ai décidé de faire un voyage autour du monde sur les questions d'eau, donc avec un camion un peu plus lourd, comme vous voyez, qui s'est un peu embourbé là. Et donc, on a écrit un bouquin sur les questions d'eau, et on ne s'est pas contenté de lire le monde à travers la question de l'eau. L'eau a surtout donné le prisme pour comprendre combien tout était systémique, tout était lié. Il faut que ça marche. Donc voilà, tout est lié. Et donc, j'ai pu relier les questions d'eau et d'alimentation. Et donc, par exemple, de comprendre que comme 1 kilo de viande, c'est 15 000 litres d'eau, un steak, c'est 70 baignoires. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de dire à quelqu'un, tiens, arrête le robinet pendant que tu te brosses les dents. Enfin, si tu évites de manger un steak à un repas, tu as 5 bains t'as un bain tous les 5 jours en quota gratuit. Donc c'était un petit peu dérisoire tout ce qu'on faisait avant, et donc ça m'a permis de comprendre ça. Ça a aussi permis de relier les questions d'eau et les questions de consommation, parce que derrière tout ce qu'on a, des t-shirts, des smartphones, des voitures, il y a de l'eau. Et d'ailleurs, à ce sujet, pour observer ça, j'ai été en Inde dans une usine Coca, donc pendant ce voyage. Vous savez ce que c'est la stratégie de Coca en Inde, et peut-être dans d'autres pays? En gros, ils ont acheté 200 parcelles, il y a 20 ans, ils ont acheté 200 parcelles situées idéalement au-dessus des aquifères, des nappes phréatiques. Et ils ont 15 usines pliables. Et donc, ils posent des usines et ils pompent. Il faut jusqu'à 12 litres d'eau en Inde pour faire 1 litre de coca. Et quand il n'y a plus d'eau, ils plient l'usine et ils s'installent ailleurs. Et donc, selon les ONG là, que j'ai recontacté récemment, il y a encore 30 ans de réserve d'eau en Inde. Après, c'est fini. Et donc, quand je suis allé visiter cette usine, sur la route, il y avait un attroupement. Et donc, on s'est arrêté, on est allé voir. Et autour d'un trou, il y avait tous les paysans, tous les villageois qui étaient là. Et au fond du trou, il y avait un paysan qui creusait. Et il était en train de creuser de 33 pour aller à 35 mètres. De mémoire d'homme dans ce village, l'eau avait toujours été affleurante. Toujours. Et là, le problème qu'il avait, c'était que en fait, la pompe qu'il avait était plus assez puissante. Et il allait devoir racheter une pompe, ce qu'il ne pouvait pas faire. Et donc, il s'apprêtait à faire comme beaucoup d'Indiens font, c'est-à-dire partir dans un bidonville ou bien laisser sa famille et partir lui-même dans un autre monde, ce qui est souvent le cas en Inde.
Donc là, on entre dans une dimension politique et clairement, on voit que tout est lié et que ce modèle capitaliste qui est derrière, qui ne sera jamais rassasié, nous emmène clairement dans un mur en nous faisant croire que la croissance, qui est sa seule boussole, peut être infinie dans un monde aux ressources finies. Donc en rentrant de ce voyage, j'ai décidé de partager ça et de travailler dans la sensibilisation. Et donc, j'ai pris la direction d'une collection d'affiches pédagogiques. Donc, vous connaissez peut-être la Maison des Rôles, avec les planches qui ont bercé des générations d'écoliers. Et donc, j'ai décidé de remonter une collection de planches pédagogiques sur ce type d'approche picturale, mais sur des enjeux exclusivement développement durable, donc avec des affiches qu'on a remis dans des milliers d'écoles. On a fait plus de 200 affiches, de l'investissement socialement responsable à la biodiversité en ville, en passant par, je sais pas, l'énergie éolienne. Mais même si j'étais persuadé en fait que la pédagogie c'est absolument indispensable, clairement moi je voyais pas mon impact parce que on ne sait pas dans quel terreau on plante la graine, on ne sait pas qui va l'arroser par ailleurs, on ne sait pas si ça va donner un fruit, bref. Et vu l'urgence, ça me paraissait un peu en dessous de ce que j'avais envie de l'impact que j'avais envie d'avoir. Et j'ai pu découvrir le biomimétisme. Le biomimétisme. Donc il y a beaucoup d'ingénieurs ici. Vous connaissez le biomimétisme ? Ouais. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas, le concept c'est assez simple, c'est que le vivant est beaucoup plus intelligent que nous. Le vivant arrive à la nature, développe des technologies absolument incroyables, qui sont extrêmement résilientes, qui fonctionnent qu'avec l'énergie du soleil, qui ne savent pas produire de déchets. Et en fait, on serait bien inspiré de s'en inspirer. Parce que, on voit, Eiffel n'aurait pas pu faire sa tour sans s'inspirer de l'os du fémur, et on n'a jamais réussi à faire voler un hélicoptère avant d'avoir réussi à filmer une libellule assez précisément. Donc on a dû attendre l'invention des frères Lumière pour réussir à inventer les hélicoptères. Plus récemment, on a découvert une éponge de mer qui, à température ambiante, à pression atmosphérique, avec de la silice dissoute dans l'eau de mer, fabrique un verre qui est plus résistant que le verre qu'on fait nous, avec de la silice pure, chauffé à je ne sais pas combien de degrés et sous je ne sais pas combien de bars, mais ça doit taper 1500 degrés sous 3 bars. Et en gros, ça marche bien mieux que nous. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que on a une encyclopédie, on a toutes les solutions sous la main, et je vous invite vraiment à creuser ce sujet et à lire notamment le livre de Janine Benyus qui s'appelle Biomimétisme et qui, moi, m'a retourné le cerveau il y a une dizaine d'années. Pour se représenter ce qu'on est, parce que c'est compliqué quand même les milliards, enfin il n'y a pas de milliardaires ici a priori, et même les milliardaires, je ne suis pas sûr qu'ils sachent vraiment ce que c'est. Si jamais 1 milliard d'années c'est 1 kilomètre, alors 1 million d'années c'est 1 mètre, et 1000 ans c'est 1 millimètre. Donc la Terre a 4,5 km d'années, d'accord, d'existence. C'est ce qui sépare l'Arc de la Défense de l'Arc de Triomphe, d'accord. Le vivant est apparu il y a 3,8 km. Les dinosaures ont vécu 164 mètres. Nous, on est arrivé il y a 20 cm. On a le pied écrasé contre la façade de l'Arche de la Défense, on est arrivé là, donc, et on a découvert le pétrole il y a 0,15 mm. Donc finalement, savoir si on a passé le peak oil ou pas, on s'en fout, parce que dès qu'on dézoome, c'est un dirac, c'est juste un accident. On est un accident. La civilisation du pétrole aura été un accident, un incident de l'histoire. Donc il faut absolument, dès maintenant, réfléchir à un monde post-pétrole, parce que sinon, en fait, c'est mort. Donc avec biomimicry, notre principale activité, c'était d'aller jouer les poils à gratter auprès... J'étais surpris que personne ne la fasse jusqu'à présent, donc je le chope. Donc les poils à gratter auprès des grosses boîtes, et on allait par exemple voir Bouygues Construction, et on leur disait mais pourquoi vous faites des immeubles en béton ou en ciment? C'est des matériaux qui sont hyper énergivores à l'extraction, en plus qui défoncent les écosystèmes, c'est pas efficace à l'usage, ça fait des déchets dont on ne sait pas quoi foutre en fin de vie. Pourquoi vous ne feriez pas des immeubles en corail? Alors bien sûr le mec il me dit oh, la barrière de corail c'est en danger. Non, l'idée c'est pas d'aller faire des briques avec la barrière de corail, l'idée c'est de commencer à imaginer qu'on puisse faire de la culture de corail en milieu aérobie. Alors c'est pas la solution, mais il faut creuser. Et donc, évidemment, sur un lit bactérien, on pourrait avoir des murs qui grossiraient tout au cours de leur vie, qui capteraient du carbone, et à la fin, on pourrait les remettre à la mer. Ça pourrait même refaire du sable. Alors, si des boîtes comme Bouygues s'emparent pas de ça, je ne vois pas quelles boîtes vont le faire, parce que c'est 40 ans de recherche, quoi. Et là, aujourd'hui, il y a des chercheurs qui n'ont pas de crédit pour essayer de creuser sur ces sujets-là. Donc évidemment, Bouygues n'a pas lancé le projet, mais nous, on lâche rien, donc on continue à leur écrire de temps en temps. Vous vous souvenez, il y a 3 ans, on s'est vu. Bref, et donc ça, moi, le biomimétisme, ça a été une grosse découverte qui m'a amené à découvrir la permaculture.
Parce que la permaculture, c'est un peu le biomimétisme appliqué à l'agriculture. On regarde comment fonctionne une forêt ou une prairie naturelle, et on voit que ça produit autant de biomasse qu'un champ de blé, sans intrants, sans irrigation, sans énergie, sans déchets, sans chômage, enfin le truc parfait. Et nous, en fait, on fait tout le contraire. Et en fait, j'ai appris donc, en me renseignant qu'en 1940, avec 1 calorie fossile, on produisait 2,4 calories alimentaires. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles en France et 15 aux États-Unis pour faire 1 seule calorie alimentaire. On a donc divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Je le refais. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. Enfin, c'est un peu une insulte à l'intelligence humaine pour une société qui se dit développée en plus, que d'être 25 fois moins efficace que ses grands-parents. Paix à leur âme, mais en même temps... Et en fait, ça fonctionne tant que le baril vaut $60. Qu'est-ce qui se passe quand le baril vaut $200 ? S'il y a quelqu'un qui peut me prouver que ça n'arrivera jamais, je suis preneur. Mais moi, c'est une question que je pose et que j'avais posée aux États généraux de l'alimentation, notamment au député Jean-Baptiste Moreau. Je lui avais dit, faisons une prospective. Que devient la ferme France le jour où le baril passe à $200 ? Personne ne répond. Ça fait 5 ans que personne ne veut me répondre à cette question. Impossible. Et pour info, juste sur l'histoire du pétrole, au passage, si on veut tenir en dessous des 2 degrés d'augmentation d'ici 2100, il faut laisser 2 tiers des réserves de pétrole connues sous le sol. 2 tiers. Et au rythme auquel on va, dans 7 ans, on a brûlé le tiers auquel on a droit. D'accord ? Donc, il y a un moment où il faut essayer de comprendre quelles sont les issues. Et on voit contre quoi on se bat. Vous connaissez Monsanto ? Monsanto, pendant la guerre, ça vendait l'agent orange. Et à la fin de la guerre, ils se sont dit, oh là, mais qu'est-ce qu'on va faire ? On a investi vachement dans des usines et tout, et puis on a plein de stocks, qu'est-ce qu'on va faire ? Et donc là, des lobbyistes très, très, très inventifs, très convaincants, ont réussi à dire, tiens, on va généraliser l'usage des engrais. Puis les gars qui vendaient des tanks et des chars, ils se sont dit, mais super, nous aussi, on a des usines, on ne sait pas quoi faire, on va vendre des tracteurs. Puis il va falloir enlever les arbres pour faire passer les tracteurs. Puis alors du coup, qu'est-ce qui se passe ? Les insectes, ils vont plus sur les arbres, ils vont sur les cultures, il faut mettre des insecticides. Puis... Bref, les mecs qui faisaient des barbelés, ils se sont mis à faire des clôtures. Merci. Bonjour. L'exploitation agricole. Les exploitations agricoles. D'ailleurs, le mot exploitation, il parle de lui-même. Edgar Pisani, qui était ministre de l'Agriculture à la manœuvre pendant le remembrement, donc dans les années 60, a confessé récemment qu'il était désolé de ce qu'il avait pu faire et de la trajectoire qu'il avait fait prendre à l'agriculture française. Et il a confessé qu'il était fasciné par la puissance des tracteurs. C'est un truc de mec, ça. Ouais, je suis fasciné par la puissance des tracteurs. Désolé, en fait, j'ai fait une connerie. Du coup, le problème, c'est qu'on paye l'addition aujourd'hui. Parce que qu'est-ce qui s'est passé depuis Pisani ? On a perdu 80% des insectes en France en 30 ans. D'accord ? 60% des animaux sauvages en 40 ans dans le monde. Et le seul secteur qui, aujourd'hui, devrait être en mesure de capter du carbone gratuitement, à la photosynthèse, émet aujourd'hui 20% des gaz à effet de serre d'origine anthropique. Genre on marche sur la tête. Mais si au moins ça avait créé de l'emploi, à la limite on pourrait dire ouais mais ça va, ça a créé de l'emploi. Mais non, on a détruit 80% des emplois dans le monde agricole depuis le début des années 80. C'est une folie quoi. Je veux dire, donc voilà, moi j'ai décidé de plonger dans le sujet et je me suis formé au maraîchage pour créer une ferme inspirée de la permaculture et expérimentale. Et donc en 2014, avec ma femme et mes enfants, je suis venu m'installer dans le coin, ici, et j'ai mis les mains dans la terre pendant 2 ans. Donc c'était une ferme expérimentale qui devait, donc à la Bourdésière, à Montlouis-sur-Loire, qui devait servir à prouver que l'agriculture naturelle était plus rentable que l'agriculture chimique. Ça, c'était le truc pour trouver des partenaires et pour emballer tout le monde. Ouais, on va prouver que l'agriculture naturelle est plus rentable que l'agriculture chimique. En fait, ça ne marche pas. En fait, ça ne marche pas. Dès 2015, on a écrit des éditos, on a écrit des articles, on a dit en fait, ça ne marche pas. Déjà, l'agriculture industrielle, elle n'est pas rentable. Elle est subventionnée directement à hauteur de 70 milliards par an sur... bref, c'est 1 million d'euros chaque heure par la PAC pour financer des phytos et des tracteurs. Et par ailleurs, elle est financée indirectement par tous les dégâts qu'elle cause et qui sont réglés par nos impôts. Je ne sais pas, les algues vertes, les lobbyistes ont réussi à dire non, rien à voir avec l'élevage en Bretagne. C'est pour nos impôts. Donc moi, mes impôts payent pour les algues vertes alors que je n'ai jamais bouffé du Justin Bridou. Et il y a un moment où on se dit, mais comment ça a été fait ? Et donc tout a été conçu par les lobbies depuis les années 50-60 pour pousser l'agro-industrie et la chimie. Et ils ont complètement façonné le modèle économique alimentaire de manière à ce qu'il ne puisse fonctionner que sous perfusion du pétrole, des phytos, des acteurs des filières, des subventions, des banques. Et ce qui donne aujourd'hui des fermes toujours plus grandes et robotisées, une PAC toujours plus solidaire de l'agrochimie et des plats industriels intraçables.
et des absurdités comme ce qu'on a pu voir il y a quelques années, je ne sais pas pour ceux qui lisent les faits divers, mais un camion de tomates produites en Hollande qui allait les vendre en Espagne s'est tapé de plein fouet un camion de tomates produites en Espagne qui allait vendre en Hollande. Super. Ouais, pauvre chauffeur. Alors moi, avec mes tomates de variété ancienne, en pleine terre, etc., à moins de les vendre 27 € le kilo, je ne voyais pas comment on pouvait s'en sortir. Ou alors, soit on travaillait des heures, soit on s'endettait. Mais donc, c'est pas l'idée, quoi. Évidemment, pour info, il y a 200 000 agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 2025. Il faut donc créer 200 000 emplois dans l'agriculture d'ici 2025. Mais qui est candidat pour un métier à 75 heures semaine, payé 700 € par mois en moyenne, 350 € pour un tiers d'entre eux? Pas grand monde. Et donc, du coup, il faut absolument créer des conditions décentes et désirables. Et la permaculture, ce n'est pas une formule magique, ce n'est pas une recette miracle qui fait que d'un coup, on va devenir riche en vendant des légumes. Le problème de la permaculture, du point de vue du système, c'est qu'il vise l'autonomie. C'est-à-dire qu'on sera indépendant du pétrole, des semenciers, des circuits de distribution. Et ça, c'est insupportable pour les partisans du modèle en place parce que c'est un angle mort, en gros, dans leur course au profit. Et ça ne fonctionne pas. Mais il faut bien comprendre que ça a été décidé et que ça résulte de choix politiques d'un autre âge, mais face auxquels, et c'est mon avis, et je suis ravi de pouvoir le confronter avec Nicolas, à mon avis, seuls des nouveaux choix politiques pourront proposer une issue. Bref, on est plutôt mal engagé, et c'est bien de la survie de notre civilisation dont il s'agit. Tous les scientifiques sont d'accord, sauf certains, à qui on laisse 40% du temps d'antenne, c'est pas grave. Quand on gratte un peu, on voit qu'ils sont payés par des industriels. C'est pas étonnant. Mais en tout cas, il y a vraiment un sujet. Et donc, avec l'association Ferme d'Avenir, on a voulu essayer de proposer des solutions. Et donc, on a développé plusieurs types d'actions. Le premier, c'est la production. Donc, j'avais quelques photos de la ferme. Ouais, bon. Ouais, voilà. Très beau. Vous pouvez aller la visiter à Montlouis. Donc, la production. Donc, après la première ferme à Montlouis-sur-Loire, on en a créé 5 autres, dont une de 70 hectares en Essonne, qu'on a pris en fait comme centre d'un projet beaucoup plus vaste. Donc on a saisi un appel à candidature nationale qui s'appelle le Plan d'investissement d'avenir. Et donc le sujet s'appelait TIGA, Territoire innovant de grande ambition. D'accord, le truc où tout le monde répond avec des smart grids, des smart cities, enfin de la bétonisation. Nous on a dit on va faire un territoire innovant de grande ambition alimentaire. Et donc on va créer un projet qui va permettre autour de cette ferme d'en agréger 100 autres, certaines préexistants déjà en bio, d'autres préexistants à convertir et d'autres à créer. Et finalement, c'est un potentiel de 2000 emplois pour arriver à 15% d'autonomie alimentaire sur le territoire de l'Essonne, sur le département. Donc c'est un gros sujet. On a remporté l'appel à candidature et donc on bénéficie de 26 millions d'euros d'investissement de l'État. On a trouvé des co-investissements et donc on va créer jusqu'à 2000 emplois sur le territoire. Donc ça, c'est sur la production. On fait de la formation aussi, donc, parce que l'intérêt pour le sujet est hyper important et on sait qu'aujourd'hui, la moitié des personnes qui veulent s'installer sont des gens qui sont des néo-ruraux, non issus du monde agricole, qui n'ont pas d'héritage paysan. Donc il y a des formations qu'il faut faire pour eux. Et on a également décidé de faire un programme en compagnonnage pour aider des gens à se former sur le terrain et parfaire leur formation. Et on a rajouté une dimension migrants, puisqu'en fait maintenant on fait des binômes, un Français, un migrant, et qui tournent pendant 1 an sur des fermes. Donc ça c'est pour la formation. Le financement, parce que vous êtes au courant, les banques conventionnelles financent l'agriculture. Bien. Donc pour remédier à ça, moi en 2012 j'ai lancé une plateforme de financement participatif qui s'appelle Bluebees et qui est entièrement dédiée à l'agroécologie et qui a levé plus de 6 millions d'euros en 4 ans. Et qui a financé 350 projets en France. C'est essentiellement du prêt rémunéré. Donc on verse 2% aux citoyens qui financent des projets agroécologiques. C'est 4 fois le livret A. Je dis ça, je dis rien. Et en 2015, on a eu aussi l'idée de monter un concours. J'avais eu un article de Télérama qui disait FNSEA, monoculture intensive au JT. On ne parle que des mecs qui mettent des bonnets rouges quand ils ne sont pas contents ou qui balancent du fumier devant les préfectures. C'est pas non plus hyper engageant pour susciter des vocations. Et donc, on s'est dit, braquons les projecteurs sur les agriculteurs qui font des super choses. Et donc, on en est à la 5e édition. On a remis 2 millions d'euros. La semaine dernière, on a remis 400 000 euros de chèques à 46 projets. Donc, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et enfin, et c'est ce qui m'a beaucoup occupé ces derniers mois, l'influence. Avant, j'appelais ça la sensibilisation, mais c'est un peu mou, la sensibilisation. Il faut vraiment influencer. Alors, je vais donc vous parler d'influence. C'est lobbying en anglais. Donc je vais vous parler un peu de lobbying. Pas de crainte, monsieur le maire. Je ne remets pas le sujet Roche-Corbon avec les vignerons sur le tapis.
Ok, bon, j'en ai déjà parlé, ok. On en rediscute. Donc, comme j'étais assez proche de l'invité de prestigieux du jour, j'ai participé aux États généraux de l'alimentation pour pousser plusieurs amendements. Alors, attendez, ouais, le lobbying, tac. Pour pousser plusieurs amendements, je vous en mets quelques-uns ici, là, c'est quelques idées d'amendements qu'on avait poussés. Et l'un qui m'est très cher, qui est sur le paiement pour services écosystémiques. Arrêtez de ne considérer que l'agriculteur n'est bon que pour produire de l'alimentation, mais aussi le valoriser pour tout ce qu'il peut rendre comme service à la société. Genre produire de l'eau potable, hein, c'est un sol vivant qui produit de l'eau potable. S'il est en bio, faire revivre des écosystèmes, entretenir la santé des gens, capter du carbone, je sais pas, faire revivre les centres-bourgs qui sont en train de mourir partout en France, créer donc des dynamiques de territoire. Bah, tout ça, c'est pas rémunéré. Par contre, quand les gens font pas ça et qu'ils détruisent, les dégâts, eux, sont payés par nous. Donc, c'est une volonté politique. Et donc, on disait, rémunérons les services écosystémiques plutôt que de payer les dégâts générés par l'agriculture industrielle. Un exemple, en 1994, à Munich, l'eau est plus potable. Donc, le conseil municipal se réunit, ils disent, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une usine d'adduction d'eau potable et on sait quels éléments chimiques mettre dans de l'eau sale pour la rendre potable. Super, ça va coûter X millions de Deutschmark, ok. Et il y a quelqu'un qui dit, attendez, juste, pourquoi elle est plus potable? Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est parce qu'il y a 250 agriculteurs sur le champ captant qui balancent de l'azote en excès. Ok. On ne pourrait pas aller leur parler, là, aux agriculteurs, et leur demander d'arrêter de faire ça? Ah ouais, mais s'ils ne font pas ça, ils vont perdre de l'argent. Ok, mais on n'était pas prêt à payer, je sais pas, 10 millions de Deutschmark à Veolia ou à Suez pour faire une usine d'adduction d'eau potable? On ne pourrait pas plutôt décider de filer ces millions de Deutschmark à ces agriculteurs pour qu'ils arrêtent de polluer l'eau? Et donc, ils ont décidé de faire ça. Ils ont décidé de forcer les agriculteurs à passer en bio. C'est possible, monsieur le maire. Et aujourd'hui, l'eau à Munich, elle est gratuite. Elle a une qualité qui n'avait jamais été observée auparavant et que Veolia est infoutu de reproduire. Et les agriculteurs sont payés pour ça. Donc, c'est vraiment cette dynamique qu'on a essayé de mettre en place avec ce paiement pour services écosystémiques. Vous verrez, il y en a d'autres qui sont sympas. Moi, il y en a un que j'adore, qui est, vous savez, quand vous vendez un appart, vous mettez un diagnostic de performance énergétique. Hein? Et ben pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un diagnostic de performance de vie du sol ou de biodiversité sur les parcelles qu'on vend? Si le mec il achète une parcelle A et il la défonce et il la vend à eux, il décapitalise et il ne va pas le faire. A contrario, quelqu'un qui veut valoriser son bien, il va prendre soin de la terre et de la biodiversité. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que tout ça, ça arrive parce qu'on compte mal. On compte mal pourquoi? Parce qu'en fait, une marée noire, un supertanker qui s'écrase sur nos côtes, il faut nettoyer les côtes, démanteler le supertanker, faire marcher les assurances, reconstruire un supertanker, le re-remplir, le refaire venir, ça fait du PIB. Ça fait de la croissance. Donc je reboucle, un supertanker, une marée noire sur nos côtes, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour le pays. Je fais ça comme ça. Ok, et donc du coup, et ce qui est fou, c'est qu'à ce tarif-là, un cancer, c'est pareil. C'est bon pour l'économie, c'est bon pour la croissance, et voilà. Et j'ai donc découvert, et je ne pensais pas dire ça un jour, que l'un des plus gros leviers pour changer le système, eh bien, c'est la comptabilité. La comptabilité. En fait, il faut rajouter au capital financier au moins 2 autres capitaux, que sont le capital naturel et le capital humain, l'intégrer dans le compte de résultat, dans le bilan comptable des entreprises, et indexer les impôts dessus. Et à ce tarif-là, les entreprises, elles vont arrêter de polluer et d'exploiter les humains. Et donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dessus. Je vous invite à regarder les travaux de Jacques Richard et une tribune de Claude Henry à la suite de la démission de Nicolas Hulot qui avait sorti dans Le Monde un truc en disant, voilà, les 3 pistes pour sortir de l'ornière. Je vous passe la première. La deuxième, c'était manger bio, local et très peu de viande. Et la troisième, c'était de dire, déclarons en faillite toutes les entreprises dont le cœur d'activité est extractif. Parce que depuis des années, elles décapitalisent sans jamais l'inscrire à leur bilan. Juste pour info, l'entreprise la plus rentable l'année dernière, c'était la Saoudienne de pétrole. C'est un petit peu extractif. Donc on est mal barré. Et en fait, c'était mon cheval de bataille. Et donc j'ai poussé cet amendement pendant plusieurs mois. Et en fait, il est passé. Donc le 22 octobre, j'étais très content. J'ai sablé le champagne, enfin le Vouvray, bio. Et quelques jours plus tard, il vaut mieux un bon Vouvray bio qu'un mauvais champagne. Et donc, après, donc, le Conseil constitutionnel l'a retoqué.
ils ont dit non, en fait, ça marche pas, etc. Ce qui est complètement absurde parce qu'on a fait un travail avec beaucoup de juristes pour montrer que dans le projet de loi final, ils avaient censuré des articles, mais ils en avaient laissé beaucoup qui présentaient les mêmes travers. Donc on est allé leur porter ça. Et en fait, pour information, on va repasser un projet de loi en bloc, ad hoc, avec les 23 articles censurés l'année dernière. C'est prévu pour décembre. Donc c'est une info qui vient de tomber hier. Donc vous l'avez en avant-première. Donc moi, j'avais un peu l'impression d'avoir été au bout de l'exercice, quoi, parce qu'avec Ferme d'Avenir, on montre que oui, on sait produire des beaux légumes, que les gens sont contents, que ça fait revivre les écosystèmes. Vous avez vu la photo avant-après. Enfin, on montre qu'on sait faire du bien, on montre qu'il y a des problèmes, des freins économiques. On propose des solutions pour adapter le modèle économique, on convainc les parlementaires de le faire. Et là, il y a 9 gars qui ne sont pas élus, qui ont été placés par l'exécutif pour être leur cheval de Troie dans le dispositif législatif, qui sapent tout ça. Donc là, c'est pas possible. En fait, si nos institutions ne sont pas en mesure de préserver l'intérêt général, je vois pas comment on va faire. Et moi, j'ai abandonné Ferme d'Avenir. J'ai dit, bon, ben voilà, je suis allé au bout de l'exercice et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais faire? Alors, comme plein de gens, je me demande ce que je vais faire. Et là, j'ai juste 3 petits graphiques à vous montrer. Le premier, alors la première, c'est une infographie qui montre ce qu'il faudrait faire de la part de chacun de nous pour tenir sous les 2 degrés. C'est des mesures qui sont que clairement aucun dirigeant politique ne sera en mesure de prendre. Vous les voyez mal, hein, c'est ça? Mais en gros, on arrête de vendre des voitures dès maintenant. Il faut diviser par 6 notre consommation de viande. Les vols intérieurs, c'est fini. Enfin bref, beaucoup de choses. C'est évidemment tout bio, peu de viande, etc. Et c'est des mesures qu'aucun homme politique peut prendre sans sacrifier sa réélection, quoi. C'est juste impossible. Et c'est d'ailleurs la réflexion qui a précédé à la Convention citoyenne pour le climat. Et donc Cyril Dion, qui à l'époque s'est dit, bon, bah voilà, qu'est-ce qu'on peut proposer au gouvernement pour essayer d'aller dans le bon sens? Et donc c'est de faire émerger ces propositions de la part de citoyens qui seraient représentatifs, tirés au sort, et c'est ce qui est en train de se faire. Nicolas est intervenu la semaine dernière auprès des 150 citoyens au sort. On ne sait pas ce qui va en sortir, mais en tout cas, c'est peut-être une solution pour amener à prendre ces mesures qui seront forcément impopulaires. Le second graphique, c'est pour vous rassurer, c'est que si même on fait tout ça de manière héroïque, c'est-à-dire toutes ces mesures, voilà, en fait, ça représenterait qu'un quart de l'effort à fournir. Les 3 quarts de l'effort, il vient de l'État et des entreprises, par des modes de production, par une fiscalité logique, par un renoncement à des traités de libre-échange totalement absurdes. Et donc l'action individuelle, elle est précieuse, mais comme tu l'avais dit, Nicolas, dans ta démission, très inspiré d'ailleurs, t'as dit c'est plus l'heure des petits pas, quoi. Et il y a un moment où il faut changer de braquet. Alors je vous dis ça pourquoi? Il y a pas mal d'ingénieurs ici. Ça vaut le coup de réfléchir dans quelle boîte vous allez bosser, quoi, parce que c'est le plus clair de son temps, on le passe éveillé à travailler, et en fait on voit que c'est en travaillant qu'on peut faire le plus de dégâts. Et bien en fait, inspirez-vous voilà, dans des bonnes boîtes, et je ne sais pas encore, je ne peux pas vous donner une liste des bonnes boîtes, hein, c'est compliqué. Et enfin, et c'est ce schéma que j'adore, et je vous laisse lire ce qu'a écrit la journaliste. En fait, 50% des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution, elle est le fait de 10% des plus riches. D'accord? Donc l'histoire de la surpopulation, tout ça, oubliez, quoi. C'est pas ça. En fait, on voit bien que le modèle, c'est un modèle qui est écocidaire, qui est en train de tuer le vivant pour le bénéfice de quelques personnes. Et qu'est-ce que ça risque de glisser, quoi. C'est-à-dire que les 90% qui sont en dessous, ils disent, mais attends, c'est pas logique. Et on voit que ça pète de partout. Et que c'est pour ça qu'on voit en ce moment, que ce soit à Hong Kong, en Haïti, même en France, hein, en Iran, ça pète de partout, c'est une cocotte minute, et il faut absolument changer les règles démocratiques. Et moi, j'ai été convaincu récemment qu'il n'y aura pas de transition écologique ou de transition sociale tant qu'il n'y aurait pas de transition démocratique. Alors j'ai eu l'idée de monter un mouvement de lobby citoyen avec des jeunes. Alors il n'y a pas le son, c'est normal. À l'occasion d'une conférence à Toulouse, en fait, en janvier dernier, j'ai parlé dans un amphi d'ingénieurs aussi, et je leur ai proposé à la fin, je leur ai dit, est-ce que vous êtes chaud pour essayer de faire une lame de fond citoyenne, voilà, un truc qui permette de faire bouger les choses, qui faire la bascule. Et alors une dizaine d'entre eux a sauté direct sur l'idée. On a fait cette petite vidéo dans laquelle ils expliquaient que face à l'urgence de la situation, ils décidaient tous consciemment de faire une pause dans leurs études, peut-être même de renoncer à leur diplôme, aux grandes dames de leurs parents, qui me haïssent.
et pour s'occuper de questions plus importantes qu'on ait à traiter, genre la crise écologique, la justice sociale et le retour d'une vraie forme de démocratie exercée par les citoyens. On a eu plus de 800 candidatures à la suite de cette vidéo. Et donc, moi, je suis un peu surfrate, je fais, attends, 800 personnes, comment on va faire pour gérer ça? Et on s'est dit, je vais essayer de les loger et de les nourrir, de trouver ce qu'il faut. Ouais, ça bug un peu. De les loger et les nourrir. Et donc, on a lancé un truc pour 6 mois. Tac, à Pontivy. D'ailleurs, Nicolas était passé à l'inauguration, donc à Pontivy, dans une vieille clinique désaffectée, genre ambiance post-effondrement garantie. Ça servait de zone d'entraînement pour le RAID depuis 3 ans, donc je peux vous dire l'état du truc. La morgue est devenue une boîte de nuit. Comme ça, on peut tous, voilà, le phénix, quoi. Donc, grâce à l'Université du Nou, donc, qui est une super asso, on a mis en place une gouvernance partagée et des groupes de travail qui s'organisent pour avoir le plus d'impact possible. On accueille tout le monde et ils choisissent eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Et donc moi, très vite, j'aurais dit, c'est pas mon projet, c'est le vôtre, je vous aide juste à le rendre possible. Et donc, ils ont décidé d'un programme d'action. Donc, il y a du lobbying, en soutenant des projets de loi et en aidant les citoyens à pousser leur maire le plus loin possible. J'avais dit juste une fois et j'en suis à 3. En aidant des listes participatives, comme il y en a ici qui sont en train de se préparer pour les prochaines municipales. En aidant la Convention citoyenne pour le climat. Donc ça, c'est pour le lobbying. Ils font de la mobilisation en aidant les marches pour le climat, les grèves étudiantes, plus récemment la semaine d'Extinction Rebellion, la semaine de blocage à Châtelet, dans l'écriture d'un nouveau récit et dans l'accompagnement de tous ceux qui veulent se rendre utiles pour changer le monde. Parce qu'en fait, moi, souvent en conférence, les gens viennent me voir et me disent « Ouais, mais super, moi, je mange bio, pas de viande, je prends pas l'avion, je m'habille équitable, etc. Et puis ma boîte, elle est super. J'ai du temps, je veux faire plus, qu'est-ce que je fais ?» En fait, on ne sait pas. Et donc là, l'idée de la bascule, c'est de dire on va créer ces espaces-temps pour que tout le monde puisse se rendre utile. Et donc le mouvement, là, il vole petit à petit de ses ailes, de ses propres ailes. Et on a reçu une donation d'un nouveau lieu en Bretagne, donc donné à l'assaut. Donc il y a une vingtaine de jeunes qui vont s'installer là-bas. Et on récupère une caserne en Bourgogne pour s'y installer aussi. Et l'idée, c'est de faire des centaines de lieux en France, comme ça, pour que chacun puisse se rendre utile. Et pour tous ceux qui sont venus à Pontivy et qui y ont habité un peu, l'expérience, elle a été irréversible. Elle permet de faire en vrai ce qu'on n'arrête pas de préconiser, mais qu'on ne sait pas par quel bout prendre, c'est créer du lien. Créer du lien. Et apprendre à vivre en harmonie. Et moi, la plus belle récompense de la bascule, c'était justement pendant cette semaine de rébellion à Châtelet, où il y avait 40 basculeurs qui habitaient depuis 6 mois ensemble, qui ont fait un truc que personne n'a vu, mais qui a été que ça a permis de tenir une semaine, parce qu'il a quand même flotté pendant les 3 premiers jours, et il n'y avait pas grand monde qui était là. Et on a gardé une super ambiance, et vraiment, on voit qu'une société du lien, c'est quand même vraiment plus solide et robuste qu'une société du bien. Et sur cette histoire de vivre ensemble et l'harmonie, ça me permet aussi de toucher un petit doigt, du doigt un sujet important qui arrive à très grande vitesse, c'est la question de la violence. Genre, est-ce qu'il y a des gens qui ont envie de vivre dans une société violente ici? Non. Ok, normal. Qui croit qu'une société fondée sur des racines de violence peut être désirable et heureuse et non violente? Peut, ok. Maintenant, qui remarque que l'État ne réagit que lorsqu'il y a des violences? Ouais, il y en a quand même quelques-uns. Et en fait, moi, il y en a de plus en plus qui se disent ça. Et je sais pas, il y a des bouquins qui disent comment la non-violence protège l'État, etc. Et en fait, c'est une pente hyper glissante et il y a une ligne de crête entre les activistes. Et nous, par exemple, l'Extinction Rebellion, c'est non-violent absolument, quoi. Et il est absolument indispensable de proposer quelque chose de solide face à tous ces gens qui sont démissionnaires du système et qui pensent que le système doit tout simplement imploser, qu'il ne faut pas bosser avec les entreprises, que rien de bon sortira des gens qui sont au pouvoir, etc. et qui sont dans une forme de sabotage. Et donc nous, on a vécu, on a essayé d'organiser un gros rassemblement cet été qui s'appelait l'An Zéro, sur le plateau de Millevaches, dans une terre bien résistante. Et en fait, on s'est pris ça en pleine figure. Ils ont dit non, le dialogue, il ne faut même pas dialoguer avec ces gens-là, on n'a rien à attendre d'eux, donc vous n'avez pas à faire ça. Et pendant la semaine à Châtelet, on a réussi à maintenir ce climat de non-violence, malgré des Black Blocs qui essayaient vraiment d'infiltrer le dispositif. Donc voilà, donc tout en accompagnant les basculeurs autant que possible, moi je vais me relancer dans des nouveaux projets parce que j'ai une famille et voilà, j'ai besoin de vivre. Et puis tout le monde est bénévole, volontaire à la bascule. Et donc je vais juste vous livrer quelques idées que j'ai pour la suite. La première idée, c'est autour des arbres, parce qu'il faudrait planter 1200 milliards d'arbres pour stocker 2/3 des 300 gigatonnes qu'on a émis depuis le 19e siècle. 1200 milliards d'arbres, il y a 3000 milliards d'arbres sur Terre.
Et donc 1200 milliards d'arbres, pour info, les plus gros opérateurs en France, ils plantent 2-3 millions d'arbres par an. Je sais pas, il y a des ingénieurs, c'est combien de zéros là? Il faut combien de dizaines de milliers d'années pour arriver à faire ça? Donc en gros, c'est une idée, et ils disent on a de plus en plus d'argent, mais on n'a pas de projet à mettre en face. Et donc je me dis que ce ne serait pas idiot de créer, je sais pas, 1000 pépinières pour planter 1 milliard d'arbres. Si en plus ces pépinières seraient des lieux de vie, de transformation, etc., ce ne serait pas idiot. C'est de la coopération radicale que je fais là. Je vous donne mes idées, si vous voulez les prendre, c'est open bar, allez-y. De toute manière, il faut que ça se fasse. Il faut que ça se fasse, il faut qu'on plante des arbres. Une autre idée, ce serait de remonter, de recréer, moi je ne prends plus l'avion depuis 6 ans, ce serait de recréer une compagnie de transport de passagers à la voile. Genre, je sais pas, on rachète des vieux bateaux, où on en construit des nouveaux, et puis on ouvre 3 lignes, Brest, New York, La Rochelle, Rio, Marseille, Bastia. Voilà, pareil. Dans 10 ans, ça existera. Donc faisons-le maintenant. S'il y a des gens chauds, on se retrouve à la fin. Et allez, une autre option quand même, je ne peux pas m'empêcher, une autre option, elle serait vachement plus politique. On en a parlé, c'est pas évident de savoir ce qui nous attend, mais ce qui est sûr, c'est que si jamais personne ne propose rien à l'alternative qui est en train de se dessiner, ben, le pire n'est pas impossible. Donc voilà, on en rediscute un jour. Avant de laisser la place aux questions, je voulais juste saluer 2 ou 3 personnes qui sont dans la salle. Et que je remercie d'être ici. Donc Vincent Louot, qui est agriculteur à Sigonier, qui était dans le film On a 20 ans pour changer le monde. Emmanuel Denis, qui est là avec sa liste participative pour les prochaines municipales. Je ne dis pas que je le soutiens, mais je ne vote pas ici, donc je m'en fiche. Le maire de Rochecorbon, qui en a pris 2-3. Et aussi, parce que tout n'est pas qu'écologie, ou alors il faut trouver les liens derrière. Je voudrais aussi remercier Sandrine et Pascal. Sandrine et Pascal, qui sont un couple avec lesquels on partage le temps. On accueille des réfugiés à la maison depuis quelques années. Et en fait, on le fait en ce moment avec Amé, qui est un jeune Malien de 15 ans. Et ça, c'est grâce à l'association Utopia 56, qui fait un travail absolument incroyable. Et tous autant que vous êtes, je suis sûr qu'il y a une... Et franchement, vous connaissez forcément quelqu'un qui a une chambre à dispo chez lui et qui serait vachement, vachement heureux de rencontrer. Je peux vous dire, le choc de culture avec Amé, c'est juste une richesse du quotidien. Donc faites-le, ils en ont besoin. Et voilà, et tout n'est pas qu'écologie. Merci. Merci beaucoup, Maxime. Je crois qu'après un tel exposé, il y aurait place pour des foules de questions et surtout de critiques. J'espère qu'il y en a, parce que ça paraît tellement limpide lorsque vous présentez qu'on a envie d'être totalement convaincu, mais je suis sûr qu'il y a de mauvais esprits dans la salle qui m'éviteront de déployer le mien. Avec la lumière que j'ai dans les yeux, je ne vois rien, donc pour donner la parole, je vais avoir quelques petits problèmes, mais... les questions sont ouvertes pour un petit moment, hélas. On va être forcé de limiter. Je vois une main, c'est la seule que je vois qui se lève là-bas au fond. Ah, voilà. Il y en a plusieurs. Il y a des micros. Ah, pardon. Vous avez un micro ou pas? Non? Oui? Allez-y alors. Voilà, j'aurais une petite question concernant la surpopulation que vous mentionnez tout à l'heure. Vous disiez que le réchauffement climatique était causé seulement par 10% des personnes les plus riches, mais je me questionnais sur l'ensemble des activités humaines, non seulement sur le réchauffement climatique, mais aussi sur tous les impacts qu'on peut avoir sur la biodiversité, etc. Voilà, c'est perturbant. Il y a un bouquin fabuleux qui s'appelle le rapport du GIEC, qui permet aussi bien sur la biodive que sur les questions de gaz à effet de serre de se faire une idée. Mais enfin, 60% des animaux sauvages qui ont disparu, c'est la 6e extinction de masse des espèces. Elle est 10 000 fois plus rapide que la plus rapide des précédentes. Voilà. Mais en fait, c'est qu'en Europe, on a la population la plus dense du monde. Donc on est même en France, en Allemagne, etc. La population est beaucoup plus dense qu'en Chine. Et c'est ici, c'est dans ces régions-là qu'on a
eu l'extinction, la principale extinction en proportion des espèces déjà existantes. Et du coup, si on densifie, si on continue de densifier la population partout dans le monde, est-ce que justement on craint pas ce genre de choses? J'ai pas préconisé de densifier la population, hein. Je dis juste qu'aujourd'hui, dire que la surpopulation c'est le problème, ce qui est quand même une voie de sortie pour plein de gens qui se disent de toute manière on est trop sur cette planète. Je dis, on combat juste cette idée reçue en disant en fait il y a vraiment 10% des gens qui émettent 50% des gaz à effet de serre. C'est tout. Et c'est évidemment la consommation. Enfin, je vois pas la question. Bien. Je vous propose de discuter ça éventuellement après entre vous. J'avais une question ici. Non, mais on peut pas. On a très peu de temps pour les questions. On a pris pas mal de retard au départ. Il y a une question ici. S'il y avait un micro pour aller avec la question, ça serait très bien. Ah ben, il y en a une autre en attendant, mais je voudrais un micro vers les premiers rangs à gauche. Bonjour. Tout à l'heure, au départ de votre intervention, vous parliez de biomimétisme. Et en fait, je me demandais dans quelle structure, entre guillemets, est-ce que ce ne serait pas un sujet qui est très scientifique? Et je me demande un petit peu, disons, dans quelle structure, au-delà de la recherche en biologie, etc., on peut travailler, entre guillemets, dans ce domaine. Il y a pas mal d'assos qui bossent là-dessus. Il y a le CEBIOS, C-E-E-B-I-O-S. Il y a Biomimicry, c'est l'assos que j'avais créé en 2010. Il y a le ZERI, Zero Emission Research Institute, qui a été fondé par Janine Benyus aussi. Donc il y a pas mal, et il y a un truc génial qui s'appelle asknature.org, demandealanature.org. Regardez ce site, pour les ingénieurs, c'est juste une mine d'or. C'est une dizaine de chercheurs qui, depuis 20 ans, identifient des trucs incroyables dans la nature dont on ne sait pas quoi faire, mais qui sont juste hallucinants. Et il y a plus de 1400 technologies référencées qui sont livrées à la matière grise. Et allez-y, inventez des trucs à partir de cette formidable bibliothèque, quoi. Merci beaucoup. Merci. Il marche pas. Ouais. Oui, vous êtes le fondateur de Ferme d'Avenir, hein, concept qui aujourd'hui est porté par le groupe SOS. Je voulais savoir quelles étaient vos relations avec ce groupe qui a créé aussi ces mouvements de Ferme d'Avenir qu'il promeut. Donc effectivement, on fait partie du groupe. On a rejoint le groupe SOS, Oui. qui est un acteur de l'économie sociale et solidaire, qui fait surtout de la délégation de services publics sur les hôpitaux et la santé, les addictions, etc., qui aide aussi les migrants, mais qui a lancé une branche transition écologique en intégrant Ferme d'Avenir, tout comme Bluebees d'ailleurs. Et donc, en fait, on est une association qui fait partie d'un groupement qui a 480 associations sous tutelle, quoi. Donc, voilà. Donc, je voulais savoir aussi comment je s'inscrivent dans les contrats de plan d'alimentation. Dans les programmes de PAT, donc de plans alimentaires territoriaux. Voilà. Et là, je veux bien échanger avec vous, donner des idées. Je cherche rien en retour. Et pour la prise en compte de méthodes pour qu'il y ait de la positive évaluation de population pour appréhender les besoins. Ça, j'échangerai bien avec vous là-dessus après. On se mettra dans un tunnel ensemble après. Parce que juste sur le plan alimentaire territorial, j'ai participé au plan alimentaire territorial de la métropole. Et je dois avouer que j'en profite, hein, je suis sorti du plan alimentaire territorial parce que, alors que moi je suis arrivé en disant il faut mettre des ambitions fortes parce que c'est un moment où on s'offre cette possibilité. J'avais dit il faut absolument parler de bio, etc. Au bout de 3 mois, alors qu'il y a eu des travaux formidables qui avaient été réalisés notamment par les universitaires et par les étudiants ici, on s'est retrouvé avec une proposition où il y avait juste marqué du local. Je rappelle qu'on est quand même un des départements champions des pesticides, donc moi le local aujourd'hui, je ne sais pas. Et donc du coup j'ai décidé de claquer la porte du plan alimentaire territorial. Et depuis, je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je n'ai pas vu marqué bio nulle part. Désolé, hein, j'en profite.
Encore du temps pour... Oui, monsieur. Oui, voilà. C'est par rapport à l'agriculture, à la rentabilité entre l'agriculture conventionnelle et le bio. Aujourd'hui, tout le monde sait que le budget de l'Union européenne, le principal budget, c'est la politique agricole commune. Des sommes folles sont dépensées pour aider l'agriculture non bio. Donc, que pensez-vous de ma proposition? Ou plutôt, qu'est-ce que vous voyez pour la faire aboutir? Et aussi là, une question que je pose à Nicolas Hulot. Qu'est-ce qu'on fait pour la PAC, quoi? La question est la suivante. Ma proposition serait que d'ici 5 ans, agriculteurs, soit vous êtes en bio, soit en conversion, et vous continuez à toucher l'argent public de la PAC, et à ce moment-là, c'est une bonne proposition, mais malheureusement, personne n'entend vraiment pareil, quoi. Non. Allez-y. Il y a un moment, il faut y aller, il faut donner de son corps et il faut y aller à la voix. Ouais. Sans micro. Oui. C'est aussi une question donc, pour Nicolas Hulot tout à l'heure. Est-ce qu'on ne pourrait pas lancer une pétition, que sais-je, mais pour faire en sorte que l'argent public de tout le monde aille exclusivement à l'avenir aux agricultures qui seraient en bio, période de ou en reconversion, et plus du tout à des gens qui polluent. Moi, j'ai des voisins, en Limousin, qui touchent 150 000 € par an d'argent public pour polluer terriblement. Et voilà. Donc, justement, en bio, à partir du moment où on est en bio, on n'a aucun désherbant. Donc, le débat du glyphosate n'existe plus. Les pesticides, on n'a pas le droit de mettre des pesticides de synthèse. On est obligé de gérer la biodiversité. Ça résout 90% des problèmes de l'agriculture. Non, mais les solutions, on les connaît, hein. Clairement, on est d'accord. Moi, on est que là-dessus. La question, c'est comment est-ce qu'on fait cette transition? Comment est-ce qu'on accompagne des agriculteurs qui ont investi, qui se sont endettés, qui ont des contraintes pour lesquelles c'est pas forcément évident demain de passer en bio, mais il faut effectivement, et là je vous rejoins totalement, imprimer l'objectif. À la fin du prochain mandat des municipales, bon, je vais arrêter avec mon maire de Rochecorbon, mais dire en 2026, on est tout bio et on fait tout. En fait, on se donne une obligation de moyens, peut-être pas de résultats forcément, mais voilà. Et juste par rapport à votre question, est-ce qu'une pétition, est-ce que je sais pas, enfin honnêtement, à Bruxelles, il y a 2000 lobbyistes à temps plein pour l'agro-industrie. À Bruxelles, 2000 lobbyistes à temps plein pour l'agro-industrie. Je veux dire, on est 12 associatifs à aller là-bas et on y va de temps en temps sans les ressources qu'ils ont, quoi. Mais bien sûr, il faut aller dans ce sens-là. Alors, il me semble qu'on a le temps pour 2 autres questions, une tout en haut et une au milieu à droite. Voilà. Oui, c'était juste une remarque qui peut peut-être nous donner un petit peu d'espoir. Il se trouve que sur un site de culture conventionnelle qui s'appelle Cultivar, dans les dernières actualités, il signale qu'il serait bon de conserver des adventices sur les terrains et de ne pas tout enlever, même sur les cultures conventionnelles. Alors, est-ce une micro-lueur d'espoir dans ce tableau sombre? Peut-être. Peut-être, moi je ne suis pas sur les grandes cultures, mais il faut demander à Vincent ou à d'autres ce qu'ils en pensent. Mais oui, enfin, clairement. Merci. Dernière question. Bonjour. Depuis 20 ans, je travaille en chambre d'agriculture. C'est ça, ouais. Ouais. Merci. Ok. Juste arrêtons d'opposer aussi les bio aux autres, hein. Les autres, ce n'est pas tous des méchants non plus. Ils sont aussi en agriculture raisonnée. Ils contrôlent aussi leur terre, leur production, c'est leur vie. Voilà, donc tout n'est pas noir et blanc. Voilà. Vous avez raison. Moi, je suis très ami avec Vincent Louot, qui n'est pas bio. Hein, et en revanche, juste la seule chose qu'il faut dire, c'est qu'on a perdu 30 à 50% de matière organique de nos sols. Les problèmes des perturbateurs endocriniens sont un problème de santé publique majeur qui est en train d'exploser. Hein, moi, j'ai un fils qui est handicapé, hein, son cerveau ne s'est pas développé, et c'est les perturbateurs endocriniens a priori. D'accord ? Des enfants comme Léon, il y en avait 1 sur 3000 dans les années. Vous pouvez hausser les yeux, mais c'est vrai.
Il y en avait 1 sur 3000 dans les années 70, il y en a 1 sur 68 aux États-Unis aujourd'hui. D'accord ? Donc c'est juste en train d'arriver. Et je ne veux pas dire opposons, moi, ce n'est pas les gens contre lesquels j'essaie de me battre, c'est contre le système. Et on comprend bien, d'ailleurs, dès qu'on va parler avec ces agriculteurs, on comprend bien que ce n'est pas de leur propre fait, de leur propre choix qu'ils mettent du glyphosate. C'est le système qui leur impose ça. Et il faut les aider à sortir. Et merci beaucoup de travailler en Chambre d'agriculture. J'espère que vous aurez l'ambition d'aider ces gens à changer et à aller vers une agriculture qui soit respectueuse de l'environnement, de la santé et du climat. Voilà. Alors, comme je suis un personnage extrêmement contradictoire, j'avais dit que c'était la dernière question, mais j'ai vu qu'il y avait une demande du maire de Rochecorbon. Voilà. Qui a été très sollicité jusqu'à présent. Donc, vous avez la parole pour la dernière question à Maxime de Rosselin. C'est plus un complément. Et pour répondre amicalement et affectueusement à Maxime, je comprends bien évidemment, et vous le savez, les enjeux planétaires qui vous préoccupent, mais vous savez que je crois à la politique des petits pas, même si vous trouvez que des petits pas, ce n'est pas suffisant. Mais je crois beaucoup à la politique des petits pas que nous sommes en train de mener sur le vignoble de Rochecorbon et je l'espère, l'ensemble du vignoble de Vouvray, y compris avec un accompagnement financier de la part de petites mairies. C'est pas des choses qui sont actées, ce sont des choses qui sont en réflexion. Vous le savez bien. On est entre nous. Hein, on est entre nous, oui, mais on n'en parlera nulle part. Il ne faut pas, parce que ça pourrait faire capoter la chose. Mais les petits pas, c'est aussi un moyen de faire prendre conscience à toute la population des enjeux qui sont les nôtres, pour œuvrer pour nos descendants. Et surtout, quand on a fait un petit pas et que ça marche quelque part, on peut le reproduire à l'infini. Et on arrivera au même résultat, simplement on ne le prend pas par le même bout, le problème. Voilà. À bientôt, Maxime. Dimanche, il y a les huîtres.